Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel aparté. Nous accueillons donc Olympe Messonnier sur la thématique des communautés. Est-ce que ce ne serait pas donc un pilier des organisations finalement? Pour faire un bref rappel quand même sur l'étape, c'est l'espace de travail des agents publics. Situé dans le 9e arrondissement de Paris. Il a ouvert ses portes, il a été inauguré le 19 octobre dernier. Et il est ouvert aux 3 versants de la fonction publique. Cet espace de coworking accueille notamment les agents publics nomades, dans un premier temps, donc ceux qui sont entre 2 réunions et qui souhaitent poser leurs affaires sans avoir à retourner sur leur lieu de travail. En deuxième temps, on accueille aussi les agents publics télétravailleurs qui sont pour le coup assez nombreux en ce moment. Et enfin, les équipes projets qui ont besoin d'un espace pour faire avancer leurs projets. L'espace créatif à l'étage permet potentiellement d'accélérer les projets, insuffler un nouvel air, une nouvelle bouffée d'air pour continuer de co-créer, de créer. Donc aujourd'hui, l'étape a sa propre programmation et c'est dans cela que s'inscrivent les apartés. Aujourd'hui, c'est donc le 29e aparté et nous abordons le sujet des communautés. Donc, qu'est-ce qu'une communauté? Quels sont les piliers pour créer une communauté et comment fédérer ses membres? C'est des questions que nous nous posons tous et Olympe Messonnier va nous éclairer sur ce sujet. Elle est responsable de développement des communautés chez Make Sense, une association qui développe des programmes d'engagement et qui fournit les clés, les outils pour transformer les modèles et les fonctionnements habituels. Donc, peut-être que Olympe, je te laisse prendre le relais et nous faire part de tes règles du jeu. Tout à fait. Merci beaucoup, Alice. Et donc, ravie d'être là avec vous pour échanger sur ce sujet des communautés. J'ai bien compris que tout le monde autour de la table avait aussi son projet, son propre projet de collectif. Donc moi, je suis plus là pour ouvrir cet espace de discussion et amener des échanges. Mais bien sûr, vous êtes aussi contributifs que moi. Sentez-vous très libre de partager aussi vos expertises ou même d'intervenir si vous avez un exemple qui convient bien sur un sujet ou même peut-être une contre-expérience. Je serais vraiment ravie qu'on puisse faire de ce moment un échange. Est-ce que, Alice, tu as la possibilité de m'ouvrir le partage des slides? Je ne l'ai pas prévu sur cet ordinateur-là, donc j'ai juste à me l'envoyer. Ah non, c'est bon, je vais l'avoir. Ou sinon, voilà, si tu Alors, peux partager les slides. bien Et du sûr. coup, j'en profite pour dire un tout petit mot complémentaire sur ce que je fais, enfin, pourquoi j'en suis arrivée là dans l'animation de communauté. Moi, j'ai plutôt un parcours au sein des grands groupes. J'ai travaillé, avant d'arriver chez Maxence, je travaillais chez Canal+, dans un métier qui n'avait pas grand-chose à voir. J'étais vraiment dans la direction digitale et je produisais des contenus digitaux. Donc, il y avait une petite partie d'animation de communauté qui était plutôt de l'ordre du community management. Mais en fait, je faisais beaucoup d'animation de communauté professionnelle dans le cadre de l'entreprise, mais donc qui n'était pas forcément en lien avec ma fiche de poste, et puis dans ma vie associative perso. Et c'est en développant cet amour du collectif et des projets qu'on pouvait mener en collectif que j'ai eu envie de continuer à le faire de manière plus exhaustive au quotidien. Et donc j'ai rejoint les rangs de Make Sense pour pouvoir transmettre à d'autres et puis continuer à animer des collectifs. Donc voilà, je partage mon quotidien entre ces deux casquettes. Une casquette où je continue d'expérimenter, de prototyper des organisations collectives. Et puis l'autre casquette de formation, de transmission à des professionnels comme vous qui apprennent le community building. Donc on peut passer, Alice, si ça te va. On peut passer encore. Les fameuses petites règles du jeu qu'on vous propose. On a l'habitude dans nos événements Make Sense d'installer un petit cadre au démarrage des événements. Donc des événements, des programmes. Des moments où on se retrouve et on va être amené à faire des choses ensemble. Et donc, du coup, je vous propose ces 4 petites règles que sont l'écoute, donc le fait qu'on soit bien connectés les uns avec les autres. Et je vais vous inviter à retourner vos téléphones ou à fermer les onglets peut-être parasites, puisqu'on s'offre 1 heure en ce vendredi midi. Donc, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, d'être au maximum dans l'interaction et de pouvoir participer pleinement. Donc, si vous avez
la possibilité d'être complètement en pleine présence, c'est l'idéal pour qu'on puisse bien discuter. L'ouverture, l'inclusion, qui sont aussi des choses importantes pour nous, surtout quand on a peut-être des avis divergents ou des choses à se partager. Et puis enfin, la co-responsabilité, puisqu'on estime qu'on est tous co-responsables de la qualité d'un événement. Donc, on va essayer de réussir à bien se répartir les temps de parole s'il y a des moments de questions-réponses, par exemple. Et moi, je veillerai à ne pas trop parler pour vous laisser aussi le temps d'échanger. Donc ça c'est les règles qu'on vous propose. Si jamais vous avez des règles à ajouter, je vous laisse le faire maintenant dans le chat, ou peut-être vous n'êtes pas d'accord du tout. N'hésitez pas à le faire maintenant, comme ça on se met d'accord tout de suite sur un cadre commun. Et si il n'y a pas plus de remarques, on peut avancer sur l'agenda du jour. Donc on est dans l'accueil et intro, on va parler de c'est quoi une communauté, donc comment est-ce qu'on définit une communauté, et pour nous, quelle est la définition fondamentale. On aime bien repartir de cette base théorique, puisque finalement c'est vraiment ce qui nous permet de lancer la réflexion quand on est d'accord sur une définition, et en tout cas le périmètre de la réflexion, ça aide bien à structurer la pensée. Et puis on parlera ensuite des leviers techniques, des étapes pratiques pour lancer une communauté. Et on parlera surtout de vous, des questions que vous avez, et de comment est-ce qu'on peut mieux répondre à vos besoins du jour. Bon, alors très très rapidement, parce que Alice, tu as déjà présenté Make Sense. On est une association qui a 10 ans et qui existe dans tout plein de pays du monde, avec différents bureaux et surtout des lieux d'action bénévoles et aussi avec les entreprises. Et si tu peux passer, je pense, à la slide suivante. C'est une organisation associative qui rassemble en fait une variété de projets, dont la vocation commune est d'accompagner le passage à l'action et d'outiller pour faciliter l'engagement donc des citoyens, des collaborateurs d'entreprise, des entrepreneurs, des collectivités territoriales. Donc on accompagne tout type d'acteurs, et ça peut vraiment prendre des formes très variées. Et moi, ma casquette, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes peut-être qui sont arrivées en cours de route, c'est vraiment plutôt de travailler la mobilisation. Et donc, que ce soit sur une campagne pour se mobiliser sur un sujet d'ampleur sociétale ou environnementale, ou en entreprise. Par exemple, je travaille beaucoup avec une grande entreprise qui a une communauté de collaborateurs engagés pour le développement durable en interne. Donc, ça peut être vraiment très intra-corporate. Ou même à échelle citoyenne dans un quartier. Voilà. On intervient avec tout type de structure. On peut donc passer à la suite. Je te laisse passer encore un peu les slides pour qu'on arrive aux communautés. Tu peux passer. Alors, c'est quoi une communauté? Et du coup, alors je te laisse revenir en arrière. Avant de passer, je te dirais peut-être tic quand on pourra passer, comme ça ce sera peut-être plus simple pour toi d'avoir le bon rythme. Mais avant de passer à notre définition, moi j'ai envie de vous entendre et savoir ce que vous projetez comme image, comme concept derrière le mot communauté. Et donc je vous invite à écrire dans le chat peut-être des mots-clés ou des propositions de définition. Qu'est-ce qui pour vous fait collectif, fait communauté? À quoi ressemble dans votre esprit la définition d'une communauté? Alors pour Marine, c'est un collectif de personnes qui partagent une envie commune. Pour Claire, il y a la notion de valeur commune. Est-ce qu'on a d'autres éléments de réponse? Alors du partage. Une communauté de personnes qui ont un objectif commun. Ok, bon, je pense qu'on a quasi la totalité des éléments. Ensemble de personnes qui travaillent ensemble et partagent des valeurs et des objectifs communs. Trop chouette. Bon, alors du coup, on voit apparaître les différents deux enjeux assez forts. Et du coup, tic, Alice, je t'invite à passer la slide. Alors, la définition qu'on vous propose et avec laquelle nous on travaille, et en tout cas qui nous aide à structurer la pensée, c'est la suivante. La communauté, on la voit comme un groupe de personnes qui est uni par une vision ou des circonstances semblables. Donc déjà, pour faire communauté, on est un groupe. Il n'y a pas de taille critique, mais en tout cas, on commence à faire communauté à partir de 3-4 et après jusqu'à des volumes, des effectifs assez infinis. Et on est unis par une vision ou des circonstances semblables. Il y a quelque chose
soit peut-être des conditions de vie ou des choses qu'on partage de manière très évidente qui nous rassemblent. Et surtout, ce qui va faire communauté dans la durée, c'est qu'on agit collectivement dans un but commun. Et donc, vous, en tant qu'animateur de communauté, ou peut-être professionnel qui fait partie d'une communauté, vous avez déjà identifié des circonstances semblables parce que il y a des personnes qui travaillent ensemble. Donc, par exemple, vous animez la communauté des agents qui viennent à l'étape. Bon, bah, ils ont des circonstances semblables puisqu'ils viennent à l'étape. Donc, ils partagent déjà des choses. Mais ce qui va faire vraiment qu'ils font communauté, c'est pas juste qu'ils ont des points communs, c'est qu'ils agissent collectivement dans un but commun. Et c'est ça qui transforme un groupe social en communauté active. Donc, ça, c'est vraiment l'équation. Alors, parfois, vous avez une des deux données qui va être inconnue. Vous avez très clairement le but commun, mais vous n'avez pas assez de points communs et de circonstances semblables pour que ça réunisse les gens. Parfois, ça va être l'inverse, comme je disais pour l'exemple de l'étape. Vous avez beaucoup de circonstances semblables, mais pas assez de but commun. Donc, vraiment, tout au long de la vie d'une communauté, même quand elle devient très mature et très structurée, on continue à se poser cette question d'équation à double inconnu. Quelles sont les circonstances et quel est le but commun? Et par la force des choses, comme la communauté, c'est un organisme vivant, c'est un petit animal qui va évoluer au fur et à mesure des années. Une communauté qui a des années d'existence peut très bien changer de vision commune, de valeurs communes et de buts communs. Donc ça arrive très régulièrement. Et donc, vous aviez tous les valeurs communes, le partage, tout ça, vous l'avez déjà dit. On va repartir de ça. Et ça m'amène à une prochaine question. Quelles sont les communautés dont vous faites partie aujourd'hui? Donc, pas forcément à titre professionnel, mais dans votre vie perso, est-ce que vous faites partie d'une communauté de parents d'élèves? Est-ce que vous faites partie d'une communauté sportive? Est-ce que vous faites partie d'une communauté, je ne sais pas, de fans de vélo? Voilà. Quels sont les groupes dont vous faites partie ou peut-être même dans votre famille, vous estimez que vous avez des cousinades qui fonctionnent du tonnerre et donc c'est une petite communauté, qu'on ait plein d'exemples on voit plein d'exemples apparaître. Et même peut-être dans votre cadre professionnel, vous avez, comme Eric, tu partageais voilà, beta.gouv. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, pour qu'on ait des exemples. Parce que je ne connais personne qui n'appartient à aucune communauté. Ou peut-être même c'était par le passé, pendant vos études ou pendant votre enfance. On a tous au moins rejoint un collectif à un moment de notre vie. Alors du coup, je ne sais pas si c'est Marine ou Alice, mais il y a une communauté de facilitateurs, trop chouette. Rhizome, communauté des ambassadeurs de l'innovation pour Nadège. Est-ce qu'on a un dernier exemple qui n'a peut-être rien à voir avec le travail pour qu'on puisse voir un peu la diversité? Bon, peut-être que ça vous viendra tout à l'heure. Les entrepreneurs, ok. Ok. Bon, déjà, on voit une bonne diversité de sujets déjà et une communauté d'alternants, trop bien, et collectif nos services publics, une communauté de bénévoles dans le social. Bon, déjà, on voit apparaître différentes thématiques et différents modèles. Donc, typiquement, une communauté d'alternants, on voit que c'est une communauté qui a un contrat très clair, parce que c'est des personnes qui sont des alternants et qui ont, j'imagine, pour but commun de se soutenir, mais c'est une communauté qui va avoir un cadre temporel défini, puisque on n'est pas alternant toute sa vie. Donc, déjà, la communauté, elle peut aussi exister avec un cadre et un contexte qui est défini dans le temps. Les trois piliers qu'on vous propose là et qui pour nous consolident vraiment le fait que le groupe de communauté fonctionne, c'est d'abord le sentiment d'appartenance. Donc on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Le fait vraiment d'avoir les mêmes valeurs et un but commun. Et puis ce but commun se matérialise par des vraies actions concrètes, donc c'est-à-dire qu'on fait des choses ensemble. Et puis on se connecte, donc on a un certain nombre de temps pour se rencontrer. Il y a des choses qui peuvent s'échanger entre membres et pas seulement avec l'animateur de la communauté. Et puis, toutes ces choses qu'on fait nous permettent de contribuer et d'être valorisés pour ces actions au sein de la communauté. Donc voilà les trois piliers qu'on vous partage. Tic. Tu peux avancer, Alice. Donc pour vous donner d'autres exemples,
pour continuer à ajouter à ce que vous avez déjà partagé, les 4 grands types de communautés que nous, on voit selon leur typologie de membres, ça va être les communautés internes de collaborateurs. Donc ça, c'est ce que je partageais tout à l'heure sur les communautés au sein d'entreprises, donc de toute échelle, hein, PME, grands groupes. Il y a des communautés dans vraiment de très nombreuses entreprises qui permettent, on va le voir tout à l'heure, d'obtenir des impacts pour l'organisation. Des communautés de pratiques et d'experts, donc c'est les communautés de praticiens, de personnes qui vont partager des métiers en commun. Donc, toutes les communautés d'innovation, etc., de facilitateurs, c'est typiquement des communautés de cet ordre-là. Les communautés de marques et de consommateurs, donc ça, c'est peut-être moins votre cas, mais en tout cas, c'est les communautés qui sont aussi très, très, très importantes et qui permettent à des organisations d'obtenir aussi des réponses à leurs enjeux stratégiques. Et puis enfin, les communautés d'engagement, de bénévolat, de loisirs, donc c'est plutôt les communautés citoyennes. Tic. On peut aussi regrouper les communautés selon leurs grands objectifs, donc plutôt un objectif d'impact, donc c'est-à-dire pour s'engager et donc obtenir des impacts et des réussites, des victoires. Pour favoriser la collaboration entre des parties prenantes. Donc, ça peut être, par exemple, parce que vous avez des projets multi-acteurs et qu'à l'échelle de votre territoire, vous avez besoin de nouer des collaborations entre les citoyens, les services de la collectivité, les entreprises. Et donc, du coup, vous allez créer une communauté, par exemple, autour de... Donc là, l'exemple qui est cité, c'est La Belle Vie. C'est une communauté qui rassemble des professionnels de la petite enfance, de la puériculture, des parents, autour des pratiques durables au sein des crèches et donc des espaces d'accueil pour la petite enfance. Donc là, typiquement, c'est une collaboration multi-acteurs. Autre enjeu potentiel, le recrutement, la rétention des clients, la fidélisation, donc ça, vous connaissez bien. Et puis, les communautés de praticiens, d'experts dont on a parlé tout à l'heure, elles ont très souvent pour objectif de faciliter la diffusion, l'appropriation, l'acculturation, la montée en compétences. Et donc ça, c'est typiquement ce que vous avez cité pour les communautés d'alternants, les communautés de facilitateurs, d'innovation, etc. Tic. Alors, on va faire un petit point sémantique avant de vous laisser la parole pour vos questions. Un tout petit point sémantique sur la différence entre communauté, community building, donc développement de communauté, qui est ça mon métier actuel, et community management, qui est mon ancien métier et que je ne pratique plus du tout aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la différence entre community building et community management? Et peut-être vous pouvez faire des hypothèses dans le chat, donner des idées. Quel pourrait être le facteur de différenciation entre les deux? Alors, il y a la création vs l'animation. Alors, du coup, ce serait qui ferait quoi, selon toi, Eric, si tu peux juste associer création et animation à des... Community management, animation sur les réseaux sociaux. Effectivement. Plus d'implication des membres dans le community building. Création, c'est plus building, ok. Bon, il y a déjà un certain nombre d'éléments. Alors, du coup, Alice, je t'invite à passer. Alors, le community management, donc du coup, c'est plutôt la colonne de gauche qu'on voit apparaître là. C'est un terme qu'on voit apparaître depuis là une 10-15 d'années énormément dans le cadre d'actions marketing. Effectivement, c'est très associé aux réseaux sociaux. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une communauté au sens d'une audience qui va donc adhérer à une marque, adhérer à un influenceur, etc. Et du coup, avoir envie d'avoir des informations de sa part. Les indicateurs qu'on va aller observer pour ce type de communauté, ça va être plutôt l'engagement sur des posts, donc à quel point les gens réagissent, donc est-ce qu'ils vont liker, commenter, est-ce qu'ils regardent des vidéos. Voilà, ça va être ce type d'indicateurs qu'on va regarder. De l'autre côté, le modèle dont Make Sense s'inspire et qu'on a le plus envie de pousser pour des communautés d'action, c'est un modèle qui est fondé sur les relations et les rencontres, les interactions qui vont avoir lieu entre les membres et les actions concrètes qui ont lieu grâce à ces interactions. Donc, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle audience, donc la communauté réseaux sociaux qui est basée sur une audience, à un modèle plutôt de proche en proche, où du coup, un maximum de membres sont invités à avoir des relations avec un maximum d'autres membres pour pouvoir passer à l'action. Donc voilà, les indicateurs, pour vous donner une comparaison, ce sera plutôt comment est-ce qu'on organise des événements, des actions terrain,
quels sont les impacts sur les membres concrètement, et moins les volumétries de likes, etc. Tic. Si on devait plutôt résumer ça de manière visuelle, parce que certains parmi vous, comme moi, sont plus visuels et aiment les métaphores, le système community management classique, sous la forme d'une audience, ce sera le modèle centralisé, donc avec un point qui connecte une variété de points externes. Vous avez le modèle intermédiaire qui est un modèle décentralisé, donc ça c'est un modèle polarisé autour de hubs d'influence. Donc c'est un réseau, mais voilà. Et le modèle de communauté le plus distribué. Donc, on commence à faire communauté à partir du modèle du milieu. On fait déjà communauté déjà beaucoup selon ce principe-là. Mais le modèle qui est le plus efficace et le plus résilient, c'est le modèle distribué, puisque plus on a de connexion avec plus un maximum de membres, et plus on assure d'avoir la meilleure solidité au réseau. Pour vous donner d'autres exemples de la vie moins humaine et plus, disons, technique et logistique, un réseau énergétique, un réseau de télécom, plus vous avez de distribution et plus vous avez de connexions de proche en proche, et plus le réseau est efficace, fonctionnel, peut rebondir selon tous les aléas de la vie. Donc voilà pour vous donner un peu les différents modèles. Sur le community building, on n'est pas du tout allergique aux réseaux sociaux, donc il n'y a pas forcément d'aversion pour utiliser les réseaux sociaux. Au contraire, on les utilise, mais plutôt pour que ça débouche sur des collaborations ou que ça puisse mettre en valeur les actions des membres, versus du coup l'idée d'un réseau de marque traditionnel. Et Alice, je te propose de couper là les slides. Peut-être qu'on les utilisera tout à l'heure s'il y a des questions qui peuvent en bénéficier. Mais je pense que c'est bien qu'on arrive tout de suite sur vos questions et les choses qui peuvent vous permettre d'accélérer vos projets ou construire vos idées. Est-ce que, par rapport à vos projets actuels, il y a des choses qui émergent ou des questions que vous avez sur des outils? N'hésitez pas. Du coup, je prends la parole. Je ne pouvais pas prendre la parole tout à l'heure parce que je partageais. En ce qui concerne l'étape, c'est vrai que on souhaite du coup créer une communauté vraiment appartenante à l'étape, réunir en fait tous ces coworkers. Et c'est vrai que c'est justement là l'intérêt de cet aparté, c'est que ça permettrait d'avoir des clés, comment créer du lien entre ces coworkers, comment les rassembler en fait pour pouvoir faire vivre cet espace et que les coworkers se sentent appartenir à cette communauté de l'étape. Donc, on pense à des petits ateliers, des thématiques abordées sur le site internet, utiliser les réseaux sociaux du coup de la Fabrique RH, qui est le laboratoire d'incubation de la région, de la préfecture d'Île-de-France. Mais voilà, il reste vraiment plein de choses à créer. Et c'était pour ça, vraiment de voir les bases justement les différents réseaux qui existent. Ça peut nous permettre après de partir sur certaines idées. Et, donc, je n'ai pas forcément de questions parce que voilà, j'avais vraiment déjà cette théorie à avoir pour ensuite après élaborer des stratégies, j'ai envie de dire. Trop bien. Et du coup, tout à l'heure, donc Alice, toi, tu as partagé le collectif que tu animais, Nadège et Eric aussi. Camille, il me semble que tu travailles avec Nadège. Est-ce que les deux autres participants, donc Claire et je n'ai pas le nom, vous avez des collectifs aussi que vous animez? Est-ce que vous avez d'autres communautés dont vous êtes peut-être les référents, les animateurs, ou que c'est en projet peut-être? Si vous voulez l'indiquer dans le chat pour qu'on ait un peu cette visibilité. Et du coup, pour les personnes qui ont des collectifs, je vais vous inviter à faire l'exercice dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire selon cette équation magique de circonstances semblables et but commun, je vais vous inviter déjà dans un premier temps à écrire dans le chat quelles sont les circonstances, quelles sont les conditions, quels sont les points communs que vos membres partagent déjà. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme point commun, quelque chose qui les rassemble, parce que de toute façon,
ils ont tous ce trait en commun. Alors, l'innovation, ouais, si tu peux préciser un tout petit peu l'innovation, qu'est-ce qu'ils ont avec l'innovation? Alors, on travaille tous à la fabrique numérique des ministères sociaux, ok. L'envie de travailler autrement. Créer des produits répondant aux irritants des utilisateurs. Ok, donc là, on est peut-être un peu dans le but commun, peut-être déjà. Mais ok, donc je vois déjà apparaître quelques points communs. Et alors, ah oui, donc Nadège, ce sont tous des ambassadeurs de l'innovation au sein de leur direction du ministère. Ok, donc là, pour moi, c'est plus clair. Et est-ce que c'est très clair aussi pour vous le but commun? Donc, Eric a donné déjà une proposition de réponse. Pour toi, donc par exemple, Alice, sur cette envie de travailler autrement, quel pourrait être vraiment leur but commun? Est-ce que tu penses que c'est déjà quelque chose que vous avez identifié, qui apparaît très clairement? Je pense que c'est Marine qui l'a écrit, Ah, pour le ok. coup. Je te laisse la parole. Je pense que c'est sur ce sujet-là qu'il faut qu'on creuse un petit peu pour l'étape, parce que voilà, au-delà effectivement des circonstances semblables, il y a peut-être un sujet sur un but supplémentaire que celui de venir à l'étape pour travailler un petit peu autrement. Et donc à ce stade, je ne l'identifie pas encore tout à fait clairement. Oui, effectivement, c'est. Il y a parfois des communautés où le but commun va apparaître comme un lutin qui sort de sa boîte. C'est évident, ça saute aux yeux. Et il y a des communautés où en fait, vous allez avoir besoin de la pleine participation active des membres potentiels pour construire avec vous ce but commun. Donc en fait, si ça ne sort pas de votre intuition et de votre imagination, c'est pas du tout un problème. Mais du coup, il faut passer par cette phase où on se met autour de la table et on dit, voilà, nous, on estime qu'il y a ce besoin, mais qu'est-ce qui concrètement répondrait le plus à vos enjeux à vous? Et donc, vous faites cet exercice main dans la main avec eux. Alors, pour ma part, justement, c'est un sujet à creuser comme ce qu'a dit Marine. Trop bien. Du coup, ce que je vous propose, si ça ne vous dérange pas, c'est qu'on repartage les slides. Comme ça, peut-être que ça va vous aider à poursuivre votre réflexion. Parce que je vais vous indiquer un peu les grands enjeux stratégiques qui reviennent le plus souvent et qui peuvent permettre d'encadrer la réflexion quand on lance une communauté. Chez Maxime, on a un peu le réflexe de revenir toujours aux objectifs. Toujours, toujours, toujours. Parce que des manières de développer une communauté, il y en a des tas. Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients possibles qui peuvent être utilisés. Et surtout, ce métier d'impulsion et d'initier une communauté, ça peut vraiment nous dépasser parce que ça demande une énergie colossale. Donc, pour savoir comment bien orienter cette énergie, il faut déjà faire un exercice de clarification et de bien savoir où on va. Et encore une fois, tout à l'heure, comme je disais, le périmètre, le mandat qu'on se donne pour un temps, peut-être que ça va être juste le temps d'un an et peut-être que l'année prochaine, les enjeux seront différents. Mais en tout cas, dans un temps donné, quels sont les objectifs stratégiques? Tic. On va distinguer les objectifs selon est-ce qu'ils répondent aux besoins plutôt de l'environnement direct de la communauté? Donc là, en l'occurrence, vous, c'est plutôt les besoins de l'organisation, les besoins donc, de peut-être d'un ministère, de l'étape directement, et les besoins ressentis par les membres qui vont rejoindre le collectif. Donc il y a vraiment ce double impact, à la fois pour vous et pour les membres. Et il n'y a pas de complexe à avoir, à se dire, à oser dire, en fait, pour l'entreprise, pour la collectivité, pour le service, il y a des objectifs stratégiques. Et pour les membres, il y en a d'autres. Il n'y a pas de complexe à avoir, c'est tout à fait normal et c'est dans toutes les communautés pareil. Mais il faut vraiment être en mesure de le verbaliser et de se le dire concrètement. Donc, si on arrive déjà sur alors, on va pas tout révéler tout de suite. Je vais d'abord vous laisser la parole. Peut-être vous avez identifié, vous, quand vous animez une communauté, donc que ce soit communauté d'innovation, etc., on en a déjà cité quelques exemples tout à l'heure, quels sont les objectifs
pour votre organisation qui vous invite à passer du temps et dépenser de l'argent ou des jours hommes à animer cette communauté. Donc là, on ne parle pas des membres. Pour vous, pour l'organisation, pour vos enjeux stratégiques, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui vous fait passer du temps sur cette communauté? Ou qui vous donne l'intuition que c'est important d'y passer du temps? J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, donc peut-être que c'est aussi vos objectifs à vous. Si vous devez défendre à votre N+1 votre projet de collectif. Alors, bonne question pour Eric. Créer un espace vivant qui donne envie de venir. Ok, donc là, c'est ce que je lis derrière ça, c'est la rétention. Fédérer des agents publics pour faire naître de la transversalité. Alors, un autre toc qu'on a, c'est de poser la question « pourquoi ?» et donc de poser la question « pourquoi ?» un bon paquet de fois. On dit même qu'il faut poser parfois 5 fois la question « pourquoi ?» avant d'obtenir une vraie réponse. Donc là, on n'est pas autour d'une table et c'est moins facile de pouvoir pousser cette réflexion. Mais j'aurais envie de vous poser la question pourquoi un espace vivant qui donne envie de revenir? Pourquoi faire naître la transversalité? Et aller creuser au maximum ce que vous avez vraiment besoin d'atteindre. Parce que souvent, en fait, on a une première réponse de surface, parce que voilà, on manipule les sujets au quotidien dans nos équipes, donc on a cette première réponse de surface. Et en fait, on manque souvent le questionnement radical. On oublie souvent de se dire, mais fondamentalement, pourquoi est-ce que je fais les choses et pourquoi est-ce que c'est important? Et si c'est important de se poser cette question-là, c'est parce que plus ça va être clair dans votre tête, mieux vous allez réussir à le raconter. Et plus vous évitez le côté un peu bullshit, un peu passe-partout de votre communauté. Donc, c'est-à-dire faire naître de la transversalité, c'est un mot qu'on dit tout le temps. On dit tout le temps transversalité, synergie, communication. Mais au final, pourquoi? Qu'est-ce que ça va permettre d'atteindre? Donc, tic, je t'invite à passer à la slide d'après. On a rassemblé 8 enjeux stratégiques qui reviennent très souvent et qui, du coup, pourraient peut-être correspondre aux vôtres. Alors, il y en a d'autres, mais ça, c'est ceux qui reviennent le plus souvent et qui permettent d'aller creuser un peu plus ce qu'on cherche à atteindre. Donc, premier besoin, ça peut être l'impact. Donc, on l'a dit tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin d'accélérer l'impact sur un sujet. Par exemple, on accompagne une communauté qui rassemble des agents de la fonction publique en situation de handicap. Un de leurs enjeux, c'est clairement d'avoir un impact positif et donc d'aider les agents en situation de handicap. Donc, de leur donner un espace, un espace safe où ils puissent converser et donc se sentir soutenus. Ça peut être une question de positionnement. Donc, ça peut être, je suis un leader de l'énergie durable, j'ai une communauté qui me permet de défendre et d'installer ce périmètre en tant que, nous sommes les leaders. Ça peut être l'innovation et la formation interne, c'est-à-dire pour acculturer un groupe, pour transformer une organisation de l'intérieur, j'ai besoin de passer en capillarité par les membres de l'organisation pour transmettre leurs connaissances et donc pour accélérer l'efficacité de mon organisation puisque il y aura cette acculturation numérique. Venant de la direction digitale d'un groupe, vraiment, je sais que le fait de passer par le collectif et d'avoir vraiment une pratique la plus infusée et la plus organique possible, c'est ce qui fonctionne pour la conduite du changement. Donc, ça peut très bien être un objectif comme ça. La marque employeur, donc tout ce qui est rétention de talents, etc. Support et feedback, ça c'est moins votre objectif, mais c'est des communautés qui permettent de donner des retours sur un produit. Donc quand on est un jeune entrepreneur, on peut dire que ça c'est très très utile d'avoir une communauté de ce qu'on appelle les early adopters, donc les tout premiers utilisateurs qui vont vous dire avant que votre truc arrive sur le store et puisse avoir des 1 ou 2 étoiles qui vous fassent baisser dans les sondages. Vous êtes content d'avoir quelqu'un qui vous dit hey, dis donc, tel bouton marche pas bien. Les collaborations externes, là, c'est typiquement les communautés multi-acteurs. Donc, sur un territoire, on a des communautés de tous les acteurs du bien vieillir en Aquitaine, par exemple. Voilà.
La prescription, donc ça, c'est des communautés d'ambassadeurs, donc ça concerne moins vos objectifs aussi, mais ça va être l'idée de se dire, en fait, on fait grandir notre base d'utilisateurs, on fait grandir on fait grandir les militants de la maison du zéro déchet à Paris, donc du coup, on les rend ambassadeurs de ce truc-là. Et puis la fidélisation, ça, on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc voilà un peu les grands enjeux. Évidemment, vous pouvez en avoir des plus spécifiques, mais c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Alors, peut-être vous ne les formulerez pas comme ça, vous trouverez votre propre formule, mais je vous invite vraiment, après la session, à vous poser avec vos collègues et dis donc, c'est vrai pour toi, à quoi ça sert ce collectif, cette communauté pour notre organisation, pour les ministères, pour la fonction publique, pour quel que soit le chapeau qui entoure votre communauté. Tic. De l'autre côté, du coup, donc on avait cette histoire de double impact, donc les besoins de l'organisation et les besoins des membres. Et à nouveau, je vais vous poser la question à vous directement. Quand vous avez rejoint des collectifs, vous faites partie d'une communauté de facilitateurs, les contributeurs positifs, on a dit tout à l'heure, donc il y avait aussi les communautés de partage de pratiques sur l'innovation. Quels sont les besoins des membres, selon vous? Pourquoi est-ce qu'ils prennent du temps pour rejoindre un collectif? Qu'est-ce qu'ils cherchent en rejoignant un collectif? Et ça, vous avez forcément un élément de réponse parce que ça vous a forcément traversé l'esprit une fois dans votre vie. Sinon, vous ne seriez pas dans une entreprise, vous ne seriez pas dans un... Eric, tu voulais partager une idée? Vous pouvez partager à l'oral, d'ailleurs. N'hésitez pas. C'est pour connaître un peu les autres et pouvoir s'entraider. Connaître les autres et s'entraider. Échange de pratiques professionnelles et être inspiré. Ok, donc là, on en a déjà 2. Il en manque 2. Du soutien et de la confiance dans ses projets. Ouais. Et il nous manquerait peut-être une dernière idée. Ouais, donc ça, on est toujours un peu dans se connaître, partager. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de sortir de sa solitude pour aller faire quelque chose en collectif avec d'autres personnes? C'est le besoin, peut-être c'est trop évident parce que c'est le besoin numéro 1 qui est le plus souvent cité en liste des besoins des membres. Se rendre utile, peut-être. Se rendre utile, exactement. Et en fait, on ne le dit pas parce que tellement ça paraît évident, mais c'est le besoin numéro 1 que citent les personnes qui rejoignent des collectifs. C'est contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, donc associatif, militant, etc., c'est le premier besoin. Donc d'abord, les personnes qui rejoignent les collectifs, alors c'est ce qui est le plus cité, ça ne veut pas dire qu'ils le pensent tous en premier, mais en tout cas, le plus souvent, ils citent ce besoin-là. Donc, Tic, tu veux bien avancer? Les 4 besoins, c'est d'abord la contribution, c'est celui qui est le plus cité. L'apprentissage, deuxièmement cité, parce qu'effectivement, on peut apporter au collectif, mais on peut aussi prendre au collectif. Donc prendre, pas forcément parce qu'on va essorer la communauté, mais parce qu'on apprend des choses, on monte en compétences, on fait du mimétisme entre pairs, on se développe, et ça nous permet de devenir plus fort sur un sujet, dépasser son syndrome de l'imposteur, prendre en assurance, etc. et atteindre des objectifs collectivement. Donc, contribution et apprentissage, qui sont un peu les 2 versants d'une même pièce. Et puis, vous avez la valorisation. Ça, vous ne l'avez pas trop cité, mais c'est aussi un besoin fort. En fait, j'ai besoin d'être confortée par mes pairs. Je ne sais pas si vous avez tous en tête un peu cette pyramide de Maslow avec les différents besoins. Tout en haut de la pyramide, on retrouve l'épanouissement et la reconnaissance du groupe. Donc ça, c'est la valorisation. Donc, je suis adoubée par le collectif parce que j'ai fait des choses. Et puis, la connexion. Donc ça, c'est ce que vous avez tous à partager. Se créer un réseau, avoir des amis. Voilà. Donc, j'arrive dans une ville et je veux me faire des amis. En fait, je vais peut-être aller... si je suis religieux, m'associer à la communauté religieuse de cet endroit-là pour rencontrer des gens
pour peut-être contribuer, pour aider, pour voilà. Donc c'est assez comment c'est ce qu'on retrouve dans tous les besoins sociaux de tous les âges de la vie. Donc c'est pas rocket science, c'est pas hyper innovant. Ça vient comment dire, depuis l'aube de l'humanité, tous les groupes sociaux se sont fondés sur ces mêmes besoins-là. Et vous, quand vous adressez à des personnes, donc parce que vous leur adressez la programmation de l'étape, parce que vous les invitez à un événement sur le partage de pratiques sur l'innovation, posez-vous la question, tiens, mon événement, ma newsletter, à quel besoin est-ce qu'elle va répondre? Est-ce que j'ai besoin de susciter chez eux le fait qu'ils vont rencontrer des personnes qui leur ressemblent et que ça va les aider? Est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre quelque chose sur le sujet de la communauté? Est-ce qu'on a besoin de les valoriser et de leur parler d'eux et de dire, regardez ce qu'un membre a fait, regardez le nouvel outil que Bidule nous a conseillé et qui est super innovant. Enfin voilà. De quoi est-ce qu'ils ont besoin et comment est-ce que je peux le mieux y répondre? Et ça peut déjà vous donner des petites clés pour encore plus saisir leur intérêt. Peut-être on peut couper le partage des slides. Et du coup, il nous reste une dizaine de minutes. Donc du coup, moi, je serais intéressée de savoir aujourd'hui pour Nadège, Eric, qu'est-ce qui fonctionne super bien et Camille aussi, enfin toutes les personnes qui ont des communautés à animer, qu'est-ce qui chez vous fonctionne bien et qu'est-ce qui pose encore un peu souci ou vous dites, mince, si j'arrivais à craquer ce sujet-là ou trouver une solution à ce défi, ce blocage, je suis sûre que ça roulerait beaucoup mieux. Et si on peut profiter des 10 dernières minutes pour plutôt se parler de ça, je préfère qu'on discute. Commencer, si vous voulez. Vas-y. Moi, aujourd'hui, donc nous, on a une fabrique alors, qui fait partie de la communauté bêta, mais je ne vais pas trop en parler là. Mais au sein de la fabrique, donc, on a des startups d'État, qui sont des équipes qui créent des produits. Au sein de chacune des startups, il y a un esprit de, enfin, je sais pas si c'est de communauté, mais en tout cas, il y a un esprit d'équipe qui fait que l'équipe elle avance ensemble et qu'elle travaille. Et voilà, moi, je fais toujours attention à ce que ça se passe bien au sein de toutes les équipes. Mais après, quand on essaie de remonter au niveau fabrique, ça veut dire est-ce qu'il y a une communauté fabrique ou quelque chose à créer Alors, on a réussi à faire des choses en transverse sur des fonctionnalités précises. Par exemple, moi, je suis plus sur les parties produits, donc on a créé une tribu produit sur laquelle on travaille en transverse. Chaque responsable produit, on va dire, de chaque startup, on les réunit tous une fois par mois, on travaille ensemble sur des sujets, on s'entraide, enfin, on fait globalement tout ce qu'on vient de voir là. Et si on voulait remonter à un niveau vraiment fabrique, et pas sans spécialisation, voilà. Là, on bloque un peu sur ça, et notamment, par exemple, ça a été accentué avec la crise du Covid, mais on a beaucoup de personnes qui sont en télétravail. On a des locaux qui sont plutôt sympas, hein. On a un truc qui est pas mal. On a beaucoup de mal à faire venir les gens, et encore plus à les faire revenir maintenant, parce que enfin, voilà. Et moi, je sais pas, je me pose la question, c'est quoi leur intérêt pour eux de venir chez nous, à la fabrique? Bon, les locaux sont sympas, mais il faut quand même venir. Et se voir, alors quand c'est entre équipes, quand c'est une équipe elle-même, ils viennent, ça, il n'y a pas de souci. Toute une équipe, elle peut se dire, ouais, on va venir, on se rejoint, parce que ils sont contents de se voir, mais pas pour voir les autres. Enfin, du coup, voilà, c'est un peu ça la problématique du moment où je me pose plein de questions. Est-ce que ça fait écho à d'autres problématiques que vous avez, Camille, Nadège, Alice, Marie? Est-ce que vous partagez les mêmes problématiques qu'Eric? Je ne sais pas si ça sera à long terme, mais c'est vrai que depuis début janvier, on note quand même moins d'engouement, en tout cas, des coworkers à venir à l'étape. C'est vrai qu'avec les restrictions, je pense que ça joue complètement parce que l'espace qui accueille les équipes projets que j'ai évoquées tout à l'heure est pas sollicité. Donc ça, je pense que ça fait écho aux restrictions sur les jauges de réunion. Mais de manière générale, oui, il y a moins de réservations qui sont effectuées, en tout cas là sur le mois de janvier.
Donc, c'est vrai qu'il faut redynamiser ou trouver peut-être créer peut-être des besoins chez ces coworkers pour leur faire dire oui, je dois me déplacer, tiens, et si je me déplaçais et leur changer voilà, leurs habitudes qui sont peut-être facilement pris ou repris. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? En tout cas, ce que j'entends comme point commun entre vos deux sujets, c'est que on sent que vous avez une intuition forte que ça va les aider et que vous avez un grand projet pour eux, mais que peut-être eux ne perçoivent pas ou perçoivent moins. Et donc, du coup, on dirait un peu qu'on essaye de les faire venir ou en tout cas de leur faire des choses. Mais une communauté, du coup, c'est vraiment la rencontre entre vos besoins et ceux des membres. Et donc, du coup, il y a un moment où on se met un peu au service quand même de leurs besoins. Donc, la première chose que je vous conseillerais à tous les deux, c'est peut-être de repartir sur une phase d'écoute et d'aller décrocher votre téléphone, pas pour faire un grand sondage et une grande enquête sur un questionnaire en ligne, mais plutôt d'avoir des vraies conversations avec des gens et plutôt de choisir la qualité des témoignages. Donc, poser la question à 2-3 personnes, c'est quoi, comment ça se passe tes projets en ce moment, avec qui tu travailles, comment ça se passe, et quels sont tes envies pour le semestre, hein, tout simplement, que vous puissiez avoir une photographie très claire de comment ça va, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les fait vibrer, voilà, quels sont leurs besoins du moment. Et puis, si on zoome un peu dans le cadre, et si du coup, ok, merci beaucoup, trop intéressant tout ce que tu es en train de faire en ce moment, moi, ça me donne une vision claire, mais si on parlait de l'étape, si on parlait de la fabrique, qu'est-ce que tu en penses actuellement? Genre, qu'est-ce que tu tires de ça? Est-ce que tu lis les newsletters? Est-ce que tu es venu ces 6 derniers mois? Ah d'accord, qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà, faites un peu votre propre diagnostic et faites ça avec peut-être 2, 3 personnes, 4 personnes, en fonction de la taille de la communauté pour vous donner un peu une vision. Et à partir de ces personnes-là que vous aurez déjà engagées, peut-être que vous pouvez profiter de ces bonnes relations que vous avez en direct avec eux pour les rendre un peu pilotes de quelque chose. Et en fait, même si on n'a pas forcément des grandes émulations collectives tout de suite, peut-être que pour faire revenir des gens, peut-être une première étape, ça peut être de faire un super petit déj avec 4 personnes, mais de le raconter à fond, qu'il y ait une super ambiance et que vous puissiez le raconter aux autres en disant il y a eu un petit déj où machin a pu aider machin sur ce sujet-là et du coup depuis ils vont travailler ensemble sur un nouveau projet, voilà. Mais en tout cas, voilà, commencer par des toutes petites cellules, recréer le mouvement. Et nous, on a souvent tendance à montrer ce redémarrage comme dans une piste de danse. Il y a un moment où tout le monde va être sur la piste de danse et puis après, il y a un morceau qui ne plaît pas trop et tout le monde s'en va. En fait, pour que les gens reviennent sur la piste de danse, ça va se faire par petites grappes successives. Et il n'y a jamais un moment où, en fait, il n'y a personne et d'un coup, tout le monde. Ou alors, c'est vraiment que vous avez le tube du siècle. Mais sinon, ce qui va plutôt se passer, c'est qu'il va y avoir 2, 3 personnes qui vont arriver, puis 5, 6, et après, tout le monde va arriver. Donc, quand il y a un temps où vous arrivez, il y a le Covid, où il y a peut-être les gens, ils n'ont pas le temps, c'est l'hiver, il fait moche, ils n'ont pas envie de se déplacer. Pour refermer ce truc-là, repasser par des petites cellules et des petits groupes pour vous redynamiser en proposant quelque chose de vraiment sympa qui correspond vraiment à leurs besoins. Et ensuite, vous pourrez vous permettre d'étendre le volume. Je ne sais pas si ça vous parle, ça répond bien à vos... J'avais noté ça. Et sur le sujet de la fabrique, il y a un vrai truc on sent qu'il y a cohésion d'équipe et pas adhésion à l'ensemble. Et donc, peut-être que ça peut être une bonne manière de commencer à nourrir leur adhésion à l'ensemble, c'est de présenter leur équipe aux autres. Et donc, du coup, de faire un peu genre, je sais pas, Meet My Team, je sais pas, genre un apéro où ils sont tous amenés à présenter leur projet d'équipe. Et donc, du coup, il y a un truc quand même où d'abord, ça part de leur fierté de leur petite équipe et de leur cohésion, mais ils vont être amenés à en rencontrer d'autres. Et donc, peut-être que ça peut être déjà en profitant de l'amour, la cohésion et la force qu'ils ont déjà en tant que start-up, en tant que petite équipe, pour aller se présenter à d'autres et que ça va briser la glace. Ça peut être peut-être une manière aussi de décloisonner, quoi. On fait des petits déjeuners, nous. En fait, pour le coup, on organise. Là, tu vois, ce matin, il y en avait un sur une équipe, police, Ouais. Mano pour les maraudes. Et voilà. Mais je sais
comme c'est très, du coup, nous, on l'ouvre à tout le monde, enfin, même le côté DSI, on va dire. J'ai l'impression que les autres startups, ils se sentent pas trop concernés. Enfin, il y en a quelques-uns qui viennent, hein, alors, c'est pas je présente mon équipe, c'est plus je présente mon produit. Ouais. Et toi, tu Oui, dis, c'est ça, c'est plus... Ouais. il faut plus faire, je présente mon équipe. C'est ça que tu dis? Non, c'est plus je présente mon produit. Hein, mais ce que je veux dire, c'est genre, je présente le truc sur lequel moi j'ai un vrai sentiment d'appartenance et dont je suis vraiment fière. Et c'est vraiment, c'est un peu il y a un peu la loi du kilomètre. Comme on dit dans la presse, on s'intéresse aux infos qui sont les plus proches de chez nous. Et donc, on va lire plus facilement, enfin, ça va plus nous intéresser quelqu'un à qui s'est passé un truc, enfin, le fait divers de la boulangère du croisement de la rue, plutôt que des séismes au fin fond de la planète. Donc, en fait, quand on veut créer de l'engagement, et ben, en fait, on repart de ce qui concerne le plus proche possible, le kilomètre le plus proche de la personne, et ensuite, on étend progressivement. Donc, effectivement, peut-être présenter mon produit ou faire un forum de rencontres ou, je sais pas, un Vie ma vie ou quelque chose comme ça qui leur permettent de voir un peu un speed meeting entre différentes équipes produits. Peut-être qu'il y a des choses comme ça à imaginer pour qu'ils partent d'abord de leurs sentiments, enfin, leur identité et leur territoire à eux, pour ensuite aller explorer autre chose, quoi. Et puis, dernier truc avant qu'on se quitte, quand tu parlais, Eric, tout à l'heure, j'entendais aussi peut-être qu'il n'y a pas un ruissellement entre la vision que vous projetez pour ce grand collectif et ce que eux ressentent, parce que eux ils ont une réalité de terrain où en fait leur réalité c'est leur produit et en fait leur petite équipe, mais ils voient pas trop l'intérêt d'en discuter avec d'autres en fait parce qu'ils ont besoin de développer ça et c'est ça leur réalité court terme. Donc peut-être qu'il y a aussi un enjeu à faire le récit de à quoi ça va servir de discuter ensemble. Qu'est-ce que vous allez chercher comme impact collectivement? Est-ce que ça va être que en fait ça va permettre de créer suffisamment de partage de pratiques pour que ça accélère leurs projets respectifs? Est-ce qu'au contraire, ça va permettre de créer des storytelling et des success stories qui vont inspirer d'autres entrepreneurs à faire des choses? Est-ce que vous allez redorer le blason d'un métier qui n'est pas assez... Enfin voilà, c'est quoi le rêve commun? Parce qu'en fait, si eux, ils sont vraiment ultra intéressés par que leurs produits, évidemment, je comprends qu'ils n'aient pas de temps à passer à parler avec d'autres, quoi. Ah oui, c'est ça. Ok, merci. Racontez le grand rêve, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez sur votre porte-drapeau? Qu'est-ce qu'il y a sur le drapeau? C'est un peu ça. Bon, en tout cas, merci pour les partages. C'est toujours mieux d'avoir des vraies situations concrètes pour rebondir dessus. Alice, je ne sais pas si tu voulais dire un dernier petit mot. Non, je voulais te remercier tous les participants d'avoir participé. J'espère que toutes les interrogations de ce début d'aparté seront plus des interrogations, mais auront bien reçu toutes les réponses dont elles avaient besoin. Du coup, le replay du coup, de cet aparté sera sur le site, le YouTube de la Fabrique RH. Mais je pense vraiment que ça nous aura aidé, ça va nous aider dans cette création de communauté complètement. Et super, tu mets le lien donc, dans le chat. Si on a d'autres questions, peut-être qu'on pourra te contacter pour avoir des réponses. Donc, merci à tous. Je vous laisse mon adresse dans le chat. Et effectivement, comme je partageais, vous avez donc toute une programmation de webinaires sur comment créer un événement, comment parler sur un groupe, une plateforme en ligne, il y a plein de sujets tous les mois. Donc, ça peut vous permettre de faire des zooms un peu plus techniques, un peu plus opérationnels. Ce sera moins conceptuel que ce qu'on a partagé aujourd'hui. Trop chouette. Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'est très précieux. Et bonne fin de semaine. Super. Merci beaucoup. C'était super. Ouais. Génial. À bientôt. Moi, très bien. Bonne À fin de bientôt. semaine. Bon courage pour vos communautés.